On commencera par deux expériences. Celle que vous avez devant vous, c'est la réaction entre le iodure de potassium et l'eau oxygénée, le peroxyde d'hydrogène, son nom chimique, et le nom courant, c'est l'eau oxygénée. Là, une bouteille que nous avons achetée de pharmacie. Et le permanganate de potassium, nous l'avons vu dans une expérience au cours de laquelle la transformation était rapide. Là, on va voir une autre expérience. Nous utilisons pour ces deux expériences l'acide oxalique qui va réagir avec le permanganate de potassium. Et l'eau oxygénée, on va utiliser le iodure de potassium, Ki. D'accord ? Donc, je prépare une solution de iodure de potassium. Dans un bécher, on le gardera par la suite. Donc, je garderai le flacon de iodure du potassium et à côté de lui, normalement, je dois utiliser une étiquette sur laquelle je mentionnerai le nom de produit. Sinon, sur une paillasse pleine de, par exemple celui-ci, je sais qu'il s'agit de l'acide oxalique, plein de béchers avec des solutions non identifiées, normalement, il doit être éliminé. D'accord ? Donc, voici la solution de iodure de potassium. Je dois remuer et agiter là. Donc, je reviens au flacon. C'est vraiment Ki. Je poserai là. Là, c'est de l'acide oxalique. Et si, par hasard, l'expérience ne conduit pas ou produit, c'est sûrement qu'il a été... on le changera, comme d'habitude. Donc là, c'est l'acide oxalique. Là, c'est le permanganate de potassium. On ne peut pas le confondre avec une autre solution. Une couleur caractéristique rare qu'on la trouve pour d'autres solutions. Et l'eau oxygénée. Donc, au lieu d'utiliser des béchers, j'utilise uniquement des tubes à essai. Et j'essaie de... on commence par l'eau. Je dois... porte-tube. C'est mon assistance. Donc, là, de l'eau oxygénée, une petite quantité. L'eau oxygénée, iodure du potassium, celui-ci. Et je dois mélanger. Ce n'est pas obligatoire d'avoir même volume, même concentration. L'essentiel, c'est de suivre une fois les deux mélangés. Donc, il y a formation d'une coloration qui est jaunâtre, qui va évoluer, et vous suivez qu'il y a des bulles gazeuses qui montent, d'accord? Et ça dépend de la concentration des produits, que la couleur de mélange réactionnel, il vire vers une coloration qui est brune, qui caractérise une concentration de I2. Donc, on passe de I-, que vous voyez devant vous, donc incolore, légèrement jaunâtre, et il va virer vers une coloration. Si les solutions sont concentrées, ils vireront vers, la solution virera vers une coloration qui est brune. D'accord? Brune, cette couleur,
On le verra tout à l'heure en chauffant. Couleur dialash, brune. Les brunes. C'est un fruit. Le barqoq. La coloration que vous obtenez là, cette coloration, c'est celle qui correspond à la coloration du I2 lorsque sa concentration est grande. Donc, on notera expérience. Avant de définir expérience, donc là, expérience, on fera un petit schéma. Là, il y a un tube à essai où nous avons mis de l'iodure de potassium. CK plus I-. Dans un autre tube à essai, nous avons l'eau oxygénée. Au son nom officiel, si vous voulez, le peroxyde d'hydrogène. Nous avons déjà parlé de ce produit. C'est celui qu'on utilise pour décolorer les cheveux au coiffeur pour enlever la couleur noire, par exemple, des cheveux. On applique une solution qui contient de H2O2. C'est un oxydant qui change la couleur des cheveux et après on applique une coloration. Tous les produits qui utilisent pour la coloration des cheveux, il existe cet oxydant qui est H2O2. Même parfois on peut l'appliquer seul, sans colorant, et ça donne cette coloration qui est brune léger, et peut arriver jusqu'à les cheveux deviennent blanches, évidemment. On l'applique beaucoup dans les cosmétiques. Donc on mélangera les deux. Là, à l'instant t est égal à 0, solution incolore au départ. Là, il faut mentionner que l'iodure de potassium que nous avons utilisé était incolore. Là aussi, il est incolore. Mais solution incolore, il vire vers jaune, jaunâtre. Et si les concentrations sont grandes, il peut vers une coloration brune qui caractérise la présence ou la formation de I2, l'iode ou le diode, si on veut donner son nom officiel. D'accord? Donc c'était là 2-2-1. 2-2-1 expérience. On fera une interprétation de cette expérience à la suite. En conclusion, on donnera la définition d'une transformation qui est lente. Oui, y a-t-il une question? Tu feras
la suite, là, tu suivras. Et là, on s'est arrêté la dernière séance parce que j'ai vos séances qui sont enregistrées, mais je ne reviens pas aux enregistrements des séances faites. Mais toujours, on commencera par l'expérience, l'interprétation et conclusion. Vous écrivez là où vous voyez comme du nouveau. Donc, puisque nous avons fait cela, pour l'interprétation, nous avons fait l'interprétation de l'expérience, les deux mes équations et l'équation d'oxyde de réduction. Oui, on les a fait. Dans la réaction transformation lente. C'est juste le schéma, on n'a pas terminé. Oui, alors vous terminez le schéma et on sautera l'interprétation et on traitera la conclusion au cours de laquelle on donnera une définition de la transformation lente. D'accord ? Monsieur, pourquoi Oui. cette expérience est lente? Pourquoi elle est lente? Oui, pourquoi elle est lente? Généralement, on va interpréter, on ne peut pas répondre. Là, on fait différencier les types de réactions, réaction rapide, réaction lente. Par la suite, la question, après avoir connaître les transformations lentes, on va essayer de comment augmenter leur vitesse. Et le cours d'après, ça va répondre à ta question. Pourquoi ces réactions qui ne sont pas lentes et quelles sont les causes et comment remédier cette... D'accord? Ce qui n'est pas compatible avec notre programme actuel. Avant, on donnerait les raisons pour lesquelles certaines réactions sont rapides et d'autres sont lentes. Normalement, ceci doit être, on va le voir en chimie, en acide et base, et on parlera de la force d'un acide et la force pourquoi un acide il est fort ou une base elle est forte. Mais dans les réactions d'oxyde de réduction, nous avons éliminé une partie de ce programme qui nous donne pourquoi il est lent, parce qu'ils sont rapides, parce que nous ne parlons pas de ce qu'on appelle le potentiel d'oxyde de réduction, qui est inutile pour juger la rapidité ou la lenteur de ces réactions. Ou parfois, ils n'arrivent pas à leur fin. Nous aurons deux types de réactions lentes. Les réactions lentes, mais ils finissent, et des réactions qui n'arrivent pas à leur fin. On va discuter ceci par la suite. Le but de cette leçon, ce qu'on doit connaître là, différencier les réactions rapides ou les transformations rapides des transformations lentes. Aussi, et ça l'essentiel, comment écrire des réactions des demi-équations ou des équations électroniques et aboutir à l'équation d'oxyde de réduction. Ça, c'est l'essentiel. Par la suite, ces réactions qui sont lentes, comment on peut augmenter leur vitesse, ou ce qu'on appellera, on verra par la suite, les facteurs cinétiques. La leçon ne donne que la réponse à ces questions. Pour d'autres questions, on le verra dans les cours qui viennent par la suite. D'accord? Oui. Combien de secondes réaction? Non, la réaction, on va voir par la suite. Je donnerai un autre exemple. J'ai dit, la concentration de iodure de potassium, elle est faible. On n'aboutira pas à cette coloration brune. Je prendrai un exemple là,
Et si tu as un chronomètre, tu essaies de déterminer la durée entre l'instant où je mélange les réactifs et l'instant où l'apparaîtra, la réaction, on peut la voir quand on finit. D'accord? Justement, on fera une interprétation, puis on passera, et là où j'aurai l'occasion, je mentionnais l'instant où tu dois déclencher ton chronomètre. D'accord? Nous avons écrit les deux mes équations et l'équation de réaction là. D'accord? Donc, on mettra conclusion au cours de laquelle on donnera une définition de transformation lente. Expérience, interprétation. Et là, ça sera, je pense, 2, 3. Si vous n'avez pas noté le numéro, vous mettez un astérisque. Donc, conclusion. Conclusion. En réalité, conclusion et définition. Quelle est cette définition qu'on donnera à une transformation qui est lente? Oui? Aux appareils courants, d'accord. Mais pour répondre à la question de votre ami, et je laisserai la définition parce que l'expérience entre l'iodure de potassium et l'eau oxygénée n'a pas mis en évidence cette lenteur. Donc je prendrai de là l'iodure du potassium et l'autre tube à essai, je mettrai, c'est pas obligatoire de mettre la même quantité. On fait une étude qui est qualitative et non quantitative. Donc je mélangerai. Là, allez, tu déclenches. D'abord, la première des choses, c'est virer de violet vers le rouge. Et on laissera. Pour le plaisir de votre camarade, on laissera quand est-ce qu'elle sera décolorée. Non, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis de permanganate de potassium et je dois utiliser de l'acide oxalique. J'ai utilisé là l'iodure de potassium. Je le laisserai et je dois refaire de permanganate de potassium. Je dois le laver. Ce qui est étonnant en chimie, c'est qu'un tube à essai, on regarde, c'est rien. Mais on s'apercevra lorsqu'on ajoute un produit qu'il y a un changement. Donc je mettrai de permanganate de potassium. Et là, l'acide oxalique, c'est celui-ci, et non pas l'autre bécher. Je vous ai dit tout à l'heure que avoir devant vous plusieurs... là. Tu recommences... Là, c'est la coloration de l'iode, du I2, que nous n'avons pas. La coloration caractérise I2. On le laisse, plus la réaction se déroule, plus la coloration prise par le mélange réactionnel tend vers cette coloration qui est brune. Mais là, on va le laisser. Et au cours de la séance, on va remarquer la coloration prise par ce mélange réactionnel. Uniquement pour avoir un témoin. Je laisserai et je mettrai la coloration de permanganate de potassium. Regardez là, la coloration, il virera vers le rouge.
espérons que les quantités de matière utilisées mettra en évidence cette transformation. D'accord? Je mettrai à part celui-ci. Donc, une transformation qui est lente, ça demande l'œil que votre camarade vient de donner la définition. Si on arrive à différencier l'instant où on fait le mélange réactionnel, ou l'instant où apparaîtra un produit, ou disparaîtra un réactif, on l'appellera une transformation qui est lente. Elle durera de quelques secondes à quelques années, même des millions d'années. Pour les fossiles se transforment en matière pétrolière, ça demande des millions d'années. Donc, malgré à quel point on est arrivé pour les techniques de suivi, toujours on gardera l'œil comme moyen de suivi. L'œil, il a une propriété qu'on appelle la persistance. La persistance de l'œil, c'est qu'elle garde l'image imprimée dans la rétine pendant une durée d'année. Généralement, pour une personne qui est ordinaire, c'est de l'ordre de 0,1 seconde. Donc, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, quelques secondes suffisent pour dire qu'une transformation qui est lente. D'accord? Si j'arrive à différencier par observation, on dira une transformation qui est lente. Donc on écrira. Une transformation est dite lente. Une transformation est dite lente. Une transformation est dite lente. Une transformation est dite lente si l'évolution du système peut être suivie à l'œil nu. Peut être suivi à l'œil nu. Peut être suivi à l'œil nu. Ou avec des appareils de mesure, courants. Ou avec des appareils de mesure courants. Vous ouvrez une parenthèse. Elle pourra durer de quelques secondes. Elle pourra durer de quelques secondes à quelques années. Nous n'avons pas pris celui-ci comme exemple. Donc on aura on aura la réaction entre acide oxalique et permanganate de potassium. On mettra expérience numéro 2. C'est 2, 4. Expérience numéro 2. Réaction entre acide oxalique et le permanganate de potassium. Le permanganate de potassium.
Donc, pour être sûr, je reprendrai de l'acide oxalique, c'est là. L'acide oxalique. Et de le permanganate de potassium. En milieu acide. Pardon, j'ajouterai de l'acide sulfurique. Quelques gouttes. Et on suivra. Regardez là. Donc l'œil vraiment, je reprendrai je mettrai une goutte. Allez, voilà. Tu suis là. C'était pas la même couleur que tout à l'heure. C'est là où j'ai... Voilà le témoin. Donc le changement de coloration, il est notable. On passe par une série de couleurs. L'avant-dernier, ça sera le jaune, puis il sera incolore. Là, on est... D'accord? On les laissera se décolorer. Là, l'expérience de tout à l'heure, il fallait ajouter de l'acide sulfurique pour orienter le réactif. Regardez, là, c'est pour orienter vers un conjugué de Mn au 4 mois. L'oxydant Mn au 4 mois, et là, il peut avoir comme conjugué Mn2+, qui est incolore, comme il peut avoir un conjugué qui est MnO2. Si la solution n'est pas assez acidulée, ou si le mélange réactionnel n'est pas assez acidulé, ou s'il est en milieu basique. Mn au 4 mois, et là, le tube que nous avons utilisé tout à l'heure, elle reste 2 temps pour qu'il devienne incolore. Donc, deuxième expérience, on fera... tu as noté la durée pour combien là? Combien? 5 secondes, c'est plus. Nous avons attendre là l'essentiel pour dire que nous avons plus que quelques secondes. Donc, expérience, on mettra... Là, c'est le K plus Mn au 4 mois. Là, à que. Nous avons ajouté là, c'est de acide oxalique. Sa formule, c'est H2C2O4. Après quelques secondes, là, je dois colorer en violet. Et là, je mettrai un mélange réactionnel qui est là incolore
de coloration qui est coloration violette à une solution qui est incolore. Nous n'arrivons pas au cours de réaction. Voici la coloration finale. D'accord? Et même celui-ci que nous l'avons gardé, il virera doucement vers une coloration il faut qu'il soit mélangé. Et là aussi, on verra qu'il deviendra par la suite incolore. D'accord? J'ai dit que l'acide oxalique sont comme réducteurs, sont conjugués, ou si vous voulez, l'oxydant correspondant, c'est CO2. Nous n'arrivons pas à voir des bulles gazeuses. C'est difficile de détecter ces bulles gazeuses qui correspondent au gaz CO2. Tout simplement parce qu'il est soluble dans l'eau. Il nous donnera ce qu'on appelle l'acide carbonique, CO2, H2O. Parfois, vous allez trouver soit CO2 sur H2, C2O4, ou on écrira CO2, H2O sur H2, C2O4. Pour simplifier, on écrira CO2. Mais dans certains cas, on trouvera dans des exercices que l'oxydant qui correspond à la réduction, à l'oxydation de H2CO4, c'est CO2 verru au point H2O. D'accord? Nous, on utilisera cette expression-là. Après quelques secondes. Là, c'est l'abréviation de quelques secondes. Donc, les demi-équations et l'équation d'oxydoréduction de cette expérience. Ça y est, vous avez noté le schéma de l'expérience? Et quelqu'un d'entre vous essaie de me donner une demi-équation correspondant à cette transformation. Donc, première demi-équation. Parmi les questions qui seront posées par la suite, il nous donne un mode opératoire, une réaction qui se produit, et à partir de ce donné-là, nous sommes obligés d'établir les deux deuxièmes équations. C'est pour cela que nous devons suivre le déroulement de l'expérience et de connaître quels sont les réactifs et quels sont les produits. Parfois, les produits ne sont pas donnés explicitement sur le schéma ou sur les données. En bas de l'exercice ou du questionnaire, il nous donne un couple d'oxydoréduction. D'accord? Donc, je commencerai par les données. Quels sont les couples oxydant-réducteurs mis en jeu dans cette transformation? Donc, ça sera Mn O4- sur Mn2+. Et le deuxième couple, ça sera CO2 sur H2C2O4.
Parfois, il nous donne la réaction de MnO4- avec l'acide donne le gaz CO2 ou donne... sinon, ils seront donnés sous forme d'un couple. Donc, la première demi-équation, un candidat ou une candidate. Mademoiselle, j'ai pas entendu ta voix durant les séances, d'accord? Tu essaies de... tu passes de ta place. Je serai ton... j'écrirai ce que tu disais, ce que tu dis. D'accord? D'accord, c'est un réactif MnO4- et là, Mn2+. D'accord. Pour l'équilibrer, on a un élément de Mn. Voilà. C'est équilibré. Donc, on a de l'autre part O. De côté réactif, on a 4 éléments O, oxygène. On va ajouter plus H2O. L'élément O, il est équilibré par des molécules d'H2O, d'accord? Donc là, on a 4 O, donc, non. 8 H. Voilà. On a 8 H. On ajoutera de l'autre côté 8 H+, 8 protons. D'accord. La dernière étape. C'est le bilan ici, c'est quoi? C'est là. Manque de... Non, là. Doucement, étape par étape. Manque de 8. Et là, moins. Ça veut dire quoi? Excès d'un électron. Et d'un prototype, ça sera un manque de 7 électrons. De 7 électrons. De l'autre côté, manque de 2 électrons. Manque de 2. Donc, je dois équilibrer, je dois ajouter des électrons. De quel côté? De 7. Côté réactif, il y a un manque de 7. Pour avoir qu'un manque de 2, je dois ajouter 5 électrons. D'accord. Tu es tout prêt? Je ne trouverai pas plus près que toi pour répondre à la question suivante. D'abord, que je dois écrire là? Normalement, répondre, ceux qui savent, l'objectif est atteint. La tâche, ce sera pour ceux qui trouvent une difficulté à répondre. Donc, c'est un très bon choix. Non, c'est un très bon choix. Ton cas est un très bon choix. Où est le réactif? Tu lis ce que nous avons écrit. Les réactifs, c'est le tube de gauche. Quels sont les réactifs? Là, sur ton cahier. En bas du tube, qu'est-ce que nous avons écrit? Regarde ton cahier, le schéma de l'expérience. K plus MnO4-. Et là, ta copine, il l'a déjà utilisé. En haut de tube AIC, qu'est-ce que nous avons écrit? Regarde ton cahier, c'est pas là. H2, C2, O4. donc c'est le deuxième réactif. Donc on doit écrire là. D'accord? C'est H2, C2, O4. Quel est son correspondant comme oxydant? D'où je dois déterminer le correspondant de H2C2O4. Pourquoi j'ai écrit ces deux couples? Pourquoi? C'est pour avoir devant moi les réactifs et les produits. Et sans aller à la page où l'exercice fuir. Donc une fois que je détermine la réaction, j'écris les deux couples et j'écrirai la quoi? CO2, tout simplement. Et là tu commences à équilibrer. Quel est le premier élément à prendre en considération? La règle nous dit quoi? On doit faire 2 CO2. Non, réponds à ma question. La règle nous dit qu'on doit commencer par des éléments autres que quoi?
autre que H et O. Autre que H et O. GH et GO, je les laisse au dernier. Donc, et là, j'ai le carbone. Qu'est-ce que je dois pour l'équilibrer? 2, multiplié par 2. D'accord. Et là, pour l'oxygène, combien j'ai à droite et combien j'ai à gauche? Et équilibré, 4, 4. Qu'est-ce qu'il reste? H2. J'ai ici 2 éléments H. Je dois avoir de l'autre côté combien? 2 éléments de H. De H quoi? H tout simplement ou H. On est au milieu acide. Oui, H+. 2H+. Et finalement, le bilan, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a un excès? Ni manque, ni excès. Rien. Et de l'autre côté, un manque de combien? C'est quoi d'abord un manque? Un manque, ça signifie quoi? Il existe sur une espèce chimique une charge qui est positive. Donc là, j'ai plus. Et puisque j'ai 2, donc 2 plus. Donc il y a un manque de 2. Un manque de 2 électrons. Et maintenant, on doit régler, équilibrer. Qu'est-ce que je dois ajouter? Et de l'autre, de quel côté? N'oublie pas, on doit payer par électron. C'est la monnaie. Là, la monnaie, c'est je dois ajouter des électrons. Et où je dois ajouter des électrons? Là où il y a quoi? Le plus de manque. Là, il ne manque rien. Et de l'autre côté, il y a un manque de 2. Je dois ajouter 2 électrons de l'autre côté. D'accord? Tout le monde a su comment équilibrer et cette notion de manque et de... Donc vous prenez les deux deuxièmes équations. Dans le couple oxydant-réducteur, on a H2, H2, non, j'ai mal écrit la formule. H2, C2 ou 4. D'accord? Oui. Comment on peut savoir que H2C2O4 c'est le négatif et CO2? Oui. Nous avons discuté ceci au cours de la dernière séance. On traite des réactions quoi? Ce sont des réactions d'oxydoréduction. Donc si je sais que MnO4- c'est un oxydant, automatiquement l'élément avec lequel il va réagir, il doit être un réducteur. Donc il doit être écrit au dénominateur du symbole. Jamais un oxydant réagira avec un oxydant. De toute façon, on n'a pas utilisé les symboles de couple pour déterminer lequel il va réagir. Nous avons pris quoi? Ce sont les données de l'expérience. J'ai dit, je mélange le permanganate de potassium avec de l'acide, là, avec de l'acide oxalique. Là, ce sont qui doivent être écrits à gauche, les réactifs. Là. D'accord? Mais notre problème, c'est de connaître les produits. Soit qu'ils sont donnés explicitement dans les données, soit quoi? Soit on donne, soit au début, soit à la fin. Notez bien que les couples mis en jeu au cours de cette réaction sont là. Quelle donnée j'ai profité de cette donnée-là? De quelle donnée? C'est de connaître que le correspondant de H2C2E4 est le CO2, pour savoir ce que je dois écrire là. Mais en réalité, ces deux-là, je n'ai pas besoin de ces données-là. Tu as su la différence? Donc, à l'avance, je sais que je dois écrire MnO4- là et H2C2O4 là. Le problème que j'ai devant moi, c'est de connaître le correspondant. Avec le temps, MnO4- toujours dans notre programme,
il a comme correspondant Mn de plus, ça ne donne pas de problème. Mais les autres couples, je ne suis pas censé connaître tous les couples, et chaque couple et son compagnon. Donc, il y a des données sur lesquelles je me base pour connaître la correspondance de cet élément qui est réel. D'accord? Monsieur, donc c'est de Oui. ces deux réactions. Il s'agit d'une demi-équation. Oui, mais j'étais en train de noter. Celle-là, c'est E1. Et celle-là, c'est O2. E2. Équation A, équation 2. L'étape suivante, c'est quoi? La réaction d'oxydoréduction. D'accord? Donc, après avoir détermination ou réaction d'oxydo, je dois l'écrire de l'autre côté. Là, c'est la récréation. On continue ou on fait... Parce que entre 9h et 11h, on perdra plus qu'une récréation. On continue? Ou vous prenez des minutes? Vous ne dites ni oui ni non. C'est-à-dire vous me laissez le choix. Et vous savez qui est mon choix. Ça sera quoi? Ça sera continuer. Mais on donnera 10 minutes. Donc on arrêtera 10 minutes. Donc il nous reste à établir l'équation d'oxydoréduction à partir de ces deux demi-équations, E1 et E2. Comment peut-on établir l'équation d'oxydoréduction à partir de ces deux équations? En appliquant une règle. Non, il y a une règle qui concerne les réactions d'oxydoréduction. Oui, mais la règle ne dit pas le coefficient, il nous dit une phrase. Quelle est cette phrase? Au cours d'une réaction, ça commence par au cours d'une réaction d'oxydoréduction, le nombre d'électrons captés doit être égal au nombre d'électrons cédés. C'est la phrase clé qui nous permet d'aboutir à l'équation d'oxydoréduction. Ça veut dire quoi? Cette phrase, on va la traduire mathématiquement, ce que tu viens de dire, le coefficient. Oui, mais toujours il faut savoir la loi pour l'appliquer. D'accord? Il faut avoir le côté théorique et par la suite le convertir en pratique. Tu continues maintenant, puisque tu vas faire. Par 4. Et la première, par rien. Aucun coefficient. Tu essaies de reprendre la phrase que je viens de dire. Redis-la. Au cours d'une réaction. C'est-à-dire, si celui-ci a besoin de 5 et celui-là, il cède 2 électrons, C2, H2, C2O4. Non, il n'y a pas d'électrons libres dans la solution. Il ne peut pas céder ces électrons là où il se trouve, et l'autre, il va chercher ces électrons. Le passage, il est immédiat, simultané. Là, il a besoin de l'autre. Ça veut dire quoi? Il faut avoir un nombre donné, un nombre donné d'oxydants et de réducteurs, pour qu'il y ait ce nombre d'électrons doit être égal. C'est-à-dire, mathématiquement, on cherche quoi? Le plus petit multiple commun de 5 et de 2, qui est 10. Donc la première, je dois la multiplier par 2, et la deuxième par 5. Ainsi, l'équation E, ça sera
2E1 plus quoi? 5E2. C'est compris ou je reprends? Lorsque nous avons parlé des réactions d'oxyréduction, nous avons donné les grandes lignes de cette étude. Ce sont des réactions qui se font par échange d'électrons. Nous avons nommé l'oxydant et le réducteur, et nous avons parlé de la réaction d'oxydoréduction. Et afin de concrétiser cette réaction, on doit écrire une équation globale d'oxydoréduction. Pour écrire cette équation, nous suivons la règle qui dit ces électrons doivent capter, le nombre d'électrons captés doit être égal au nombre d'électrons cédés. Et juste après cette phrase, nous avons, je pense, ouvert une parenthèse et nous avons écrit on cherche quoi? Le plus petit multiple commun du nombre d'électrons qui apparaissent dans les deux équations. Si j'ai 3 et 2, 3 et 2, le plus petit multiple commun, ça sera 6. Si j'ai 3 et 6, ça sera 6. Je multiplie la première par 2 et la deuxième par 1, et ainsi de suite. D'accord? Donc, nous écrivons que E, ça sera, c'est 2E1 plus 5E2. 5E2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on écrit les éléments qui interviennent comme réactifs seront affectés par le coefficient 2 ici, plus ceux qui apparaissent dans la deuxième équation, mais affectés avec un coefficient 5. On schématise la transformation par la flèche. Et de l'autre côté, je continue. Les produits qui apparaissent là seront affectés d'un coefficient de 5. Et là, ça sera affecté de coefficient. Le premier c'est 2 et le deuxième c'est 5. En mettant en tête que le nombre d'électrons, ça sera réduit. Et il n'apparaîtra pas. Par la suite, ce n'est pas la peine de l'écrire. Et parfois, j'essaie de voir. Par exemple, si un élément est écrit de deux côtés, on essaie de simplifier avant d'écrire l'équation totale. Je garde, par exemple, là. H+, il est écrit de deux côtés. Je le garde au dernier moment. Donc, dites-moi ce que je dois écrire maintenant. Je laisse le H+ de deux côtés. Parfois, l'eau, mais là, n'est pas écrit de deux côtés. Si l'eau est écrit de deux côtés, je le laisse à la fin. D'accord? Je commence par 2MnO4-. Les électrons seront simplifiés. Plus 5 H2C2O4. Donc, ce sont... je garde là. Oh, je peux passer à H+. Combien ici? H+, c'est 8 fois 2, c'est combien? C'est 16. De l'autre côté, ça sera 2 fois 5, ça donne 10. 16 et 10. Je simplifie, ça reste de côté de réactif combien? 6. Parmi les choses les plus simples que nous avons vues au cours des années précédentes, qu'on ne peut pas écrire la même espèce de deux côtés. 8H+, et 6H+, non. On simplifie l'écriture par, au lieu d'avoir 8, 6, on n'écrira que 2 d'un côté. Donc, 16, de l'autre côté, ça sera 10, il ne reste que 6. Plus 6H+. Maintenant, j'ai terminé avec les éléments qui interviennent du côté de réactif. Je passe à l'autre côté, sans oublier les coefficients, parce que je les ai là. Pour l'équation 1, Mn2+, ça sera 2. 2Mn2+, plus, là c'est 4, avec le 2, ça donne 8. 8H2O. Je passe à la deuxième équation, sans oublier, parfois, je dois mettre là. Ça veut dire qu'ils sont déjà simplifiés. De ce côté-là, 10 CO2. 10 CO2. Et ça y est, des CO2.
D'accord? Seulement, je dois m'assurer que vraiment, je n'ai pas commis d'erreur au cours de cette écriture. Là, c'est 10 CO2. Comment je vérifie? Je prends au hasard des éléments, par exemple l'oxygène, et j'essaie de terminer le nombre de cet élément de part et d'autre de la flèche. C'est-à-dire, 2 fois 4, c'est 8, et 5 fois 4, ça donne 20. Donc au total, j'ai 28 éléments hauts du côté des réactifs. De l'autre côté, j'ai, là c'est 8 et 20. Ça donne 28. Donc l'élément, il est généralement insuffisant. J'ai choisi un élément qui appartient à plusieurs espèces. Et c'est rare que ce sera un hasard pour qu'il soit équilibré. Donc s'il est équilibré, ça veut dire que les autres éléments sont aussi équilibrés. Il me reste la charge. Qui peut vérifier vraiment l'équilibre de la charge électrique est assuré? Madame, quelle est ta question? Non, elle essaie de t'expliquer. Puisque tu es en train de lui expliquer. Il n'a pas voulu donner sa question. Oui? Les coefficients. C'est 2, 5, 6. Il vaut mieux de suivre et de poser la question en direct. N'utilisez pas un intermédiaire par la suite. Donc, on essaie de déterminer si la charge il est équilibrée de part et d'autre. Oui. On a 2 moins, c'est-à-dire 2 excès. Un excès de 2 électrons. Et un manque de 6 électrons, donc c'est un manque de 4 électrons. Donc, tu fais une petite pause. Donc, du côté de réactif, on a un manque de 4 électrons. Pour que tes camarades suivent bien. De l'autre côté, on a un manque de 4. On a un manque aussi de 4. 2 fois plus 2, ça donne plus 4. Plus 4, ça veut dire un manque de 4 électrons. Donc, l'équation est équilibrée. Jamais vous passez directement après. Non. Prenez votre temps et essayez de vérifier c'est vraiment cette équation. Parce que là, c'est le point de nos retours. C'est les fausses. Tout ce qui viendra par la suite, ça sera faux. D'accord? Donc, essayez de prendre l'équation globale d'oxyde de réduction ou l'équation bilan de cette... Oui? Coefficient. Que nous avons utilisé 2 et 5. Tu peux me rappeler la règle d'abord? La règle à partir de laquelle je suis arrivé à déterminer ce coefficient. Rappelle-moi la règle. Non, la règle que nous avons, sur laquelle nous sommes basés pour arriver à cette écriture-là. Au cours, ta copine, au cours d'une réaction. Parfois, on n'arrive pas à assimiler une partie ou essayez de... C'est difficile, mais ayez le soin de garder le cap avec le professeur durant toute la séance. Et écoutez tout ce qu'il dit et toutes les remarques. Généralement, tout ce que je dis n'est pas écrit. Donc, vous devez avoir... suivre l'oral et l'écrit. Je reprends. Et c'est pas pour toi, mais pour tout le monde. Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, le nombre d'électrons gagnés ou captés doit être égal au nombre d'électrons perdus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au cours d'une réaction, si je peux matérialiser ce qui se passe d'une façon erronée, l'Occident, il n'arrivera pas à une boutique où il trouvera des électrons dans les étagères, il prendra ce qu'il a besoin.
Et le réducteur, il n'aura pas une boutique et cédera et posera ses électrons. Cet échange d'électrons, il est simultané. Les deux en même temps, il y a un contact entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une surproduction d'électrons, il n'y a pas un manque d'électrons. Donc, si au cours de cette réaction, celui-ci il nécessite 5, alors celui-là, il cède 2 électrons. On doit s'arranger pour que on doit faire ce travail qui est simultané. Le travail qui est simultané, un groupe de MnO4- et un groupe de H2CO2 pour donner la même quantité d'électrons. Le minimum, la même quantité entre les deux, il faut avoir 10. Pour assurer des électrons, nous devons former un couple, si vous voulez, comme oxydant, de 2 de celui-ci. Et nous aurons besoin, combien de H2C2? 5 éléments. 5 moles, si vous voulez, et 2 moles de celui-ci. Ça veut dire quoi? Ça, c'est ce qui se produit. Pour nous, comme outil de travail, on dira, on cherche à, une fois que nous écrivons ces deux équations, on dit que pour avoir l'équation d'oxydoréduction, on doit chercher le plus petit multiple commun des nombres d'électrons qui apparaissent dans les deux équations. Si il apparaît 5 et 2, le plus petit multiple commun, ça sera 10. Si 3 et 4, le plus petit multiple commun, ça sera 12. Donc, je dois multiplier la première par 3 qui contient le 4 et celle qui contient 3 par 4. D'accord? Il faut se débrouiller de telle façon à simplifier le nombre d'électrons. D'accord? Espérons que cela ne se posera pas par la suite. Donc, c'était là un exemple de réaction lente entre l'acide oxalique et le permanganate de potassium. On peut multiplier les exemples et les expériences. J'ai devant moi ici pas mal de produits, mais on les laissera au paragraphe suivant. Au lieu de les répéter une deuxième fois, je l'ai gardé pour 3 en chiffres romains. Comme titre, c'est facteur cinétique. Facteur cinétique. Normalement, c'est ce travail que nous faisons là. Il doit être fait avec merveille l'année dernière, parce qu'en première année, nous n'avons aucune contrainte durant l'année. Et je parle de ma méthode. L'année dernière, on a pris assez de temps pour faire ce travail et ne pas avoir de problème pour la deuxième année. Donc, 3 en chiffres romains. Facteur cinétique. Les facteurs cinétiques. Peut-être nous avons déjà parlé du mot la cinétique chimique. Oui. Nous l'avons défini. La cinétique chimique, c'est l'étude de l'évolution du système chimique au cours de temps, en suivant soit un réactif, soit un produit, soit par une grandeur physique, soit la quantité de matière, soit la pression, soit le volume, ainsi de suite. On reviendra par la suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un facteur cinétique? C'est un facteur qui est lié à la cinétique chimique. Ça veut dire quoi? La cinétique, c'est le déroulement dans le temps. Et tout ce qui est déroulement dans le temps, nous l'avons vu en mécanique, le déplacement dans le temps, on l'a suivi par la vitesse. Et même aussi, là, on parlera de vitesse de transformation aux vitesses de réaction lorsque nous suivons une grandeur physique qui est soit la quantité de matière, soit l'avancement, soit la concentration, soit
les grandeurs avec lesquelles, les grandeurs qu'on va les nommer grandeurs ou les facteurs cinétiques. Donc un facteur cinétique, c'est un facteur qui est capable de modifier la vitesse avec laquelle se déroule une transformation chimique. Notez bien, modifier dans les deux sens, soit à augmenter, soit à diminuer. Et selon le besoin, dans certains cas, on est obligé d'augmenter la vitesse de réaction, et dans certains cas, on est obligé de freiner cette réaction pour des raisons qui sont vraiment... le procédé que nous suivons nécessite ce travail-là. On le verra dans le dernier paragraphe de facteurs cinétiques. D'accord? Donc on commencera par 3.1 définition. Ça sera quoi donc? Oui, un facteur, c'est dans le sens littéraire. On peut l'utiliser, on dit un facteur, c'est une grandeur physique. Vous l'avez étudié dès le tronc commun. Des grandeurs physiques qui décrivent l'état d'un gaz. Vous avez étudié le gaz parfait. Il y a la quantité de matière. Et c'est un facteur, ce qu'on appelle un facteur d'état. L'état de gaz, il est défini par ces grandeurs-là, soit par la quantité de matière, soit par la température, la pression et le volume. Ce sont des grandeurs qu'on appelle des grandeurs physiques qui caractérisent l'état d'un gaz. Ici, lorsque cette grandeur modifie la vitesse avec laquelle se produit une transformation, on le nommera comme facteur cinétique. Donc, vous notez, un facteur cinétique est une grandeur qui modifie, la vitesse avec laquelle se produit, qui modifie, la vitesse avec laquelle se produit une transformation chimique. Une transformation chimique. Donc, on passera à 3.2, expérience numéro 1. Je prendrai l'exemple de réaction entre acide oxalique, acide oxalique et permanganate de potassium. Et permanganate de potassium. Et je vais faire ce schéma, cette expérience que l'on va noter. Là, on aura un mélange de C2, de H2, C2O4 plus K plus MnO4 moins à l'air libre. Et l'autre côté, la même chose, mais cette fois-ci, on mettra... j'ai essayé de faire le même mélange. H2, C2O4 plus H plus Mn ou K plus Mn O4 moins acidulé. Une solution acidulée, là aussi acidulée par de l'acide sulfurique.
Sauf là, je vais chauffer un bec benzène. Et normalement, si vous suivez, vous voyez cette expérience dans des manuels, on utilise des béchers, on trempera le tube là dans un bécher de l'eau chaude. Mais je vais essayer d'accentuer le processus en chauffant directement par une flamme un tube. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire un mélange réactionnel pour le séparer en deux tubes. L'un, je le garderai sur la paillasse, ici à la température du laboratoire, et l'autre doit être chauffé sur un bec benzène. D'accord? Donc, je mettrai le permanganate de potassium. J'ajouterai quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Diluerai un petit peu là. Et j'ajouterai de l'acide oxalique. J'aimerais bien ne pas tomber dans le même... donc, soit je laisserai et je préparerai... Non, le voici l'acide oxalique. Je l'ai préparé, d'accord. Là. D'accord? Je mettrai... Et je vais essayer de prendre deux tubes à ici. Pardon. Non, il s'est fait... J'aurais pas le temps. Donc, j'aurais pas le temps de... Donc, je dois avoir une... n'est pas diluée, une concentration, pardon. N'est pas concentrée. Donc, je reprends dès le début. L'acide oxalique, il est là. D'accord? Quelques gouttes là. Il faut avoir que quelques gouttes. D'accord? Là, c'est bien. Et je vais essayer de prendre deux quantités égales. Et j'espère qu'il me laissera le temps de manipuler. Il ne changera pas de couleur avant... Là, c'est sûr. Il ne changera pas de couleur avant de faire l'expérience. Donc, je laisserai celui-là là. Et je prends un bec benzène. D'accord? Et je vais essayer de chauffer. Regardez la couleur là. Voilà. Il n'a même pas le temps de virer vers le rouge. Là, il s'est décoloré complètement. Donc, la température, elle est capable de accélérer, si vous voulez, un processus ou une transformation chimique. On verra tout à l'heure combien, peut-être on finira la séance sans qu'il change de couleur. D'accord? Donc, observation. Là, on le notera 1 et l'autre 2. Tube 1 et là, le tube 2.
tube 1 et tube 2. Là, regardez l'étape ici. Mais à partir d'un instant donné, on va voir la même décoloration totale. Donc la température, elle réduit la durée entre l'instant où on mélangera les réactifs et l'instant où on arrivera au produit. Décoloration. De tube numéro 2 avant le tube numéro 1. Et on écrira une phrase. Là, regardez, on s'approche à l'état final, l'étape jaune pâle, et par la suite, il deviendra transparent, non coloré. D'accord? On écrira la phrase. Plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la transformation est rapide, plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la transformation est rapide. Virgule. Inversement, plus la température du milieu, je reprends, plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la vitesse plus la transformation est rapide. Inversement, plus la température du milieu est basse, plus la transformation est lente. Plus la transformation est lente. Et la suite, on va l'utiliser par la suite au cours de nos cours. Plus le milieu est basse, plus la température est lente et peut même être bloquée. Et vous mettez un titre sous bloqué. Et peut même être bloquée. C'est-à-dire, la réaction ne peut pas se produire. D'accord? La freiner, mais aussi, on peut même la bloquer. En utilisant de l'eau et de la glace, par exemple, à 0 degré Celsius, nous pouvons bloquer certaines réactions chimiques. Dans notre vie courante, lorsque quelqu'un reçoit
soit un coup contre un mur ou quoi, ou n'importe comment. Et qu'est-ce qu'il fait à ces chocs-là? Qu'est-ce qu'il applique? De la glace. C'est généralement pour ne pas sentir cette douleur, on met de la glace. Même les joueurs, dans certains matchs, on leur donne un petit sac où il y a de la glace. Et ils posent ce sac-là, ou ces sachets, contre pour freiner, et même pour ne pas avoir la coloration qui est violette par la suite. D'accord? Donc le processus à l'intérieur sera freiné ou bloqué par une température qui est basse. Et même pour les aliments. Les aliments, on les met où? Pour les garder dans un réfrigérateur. Le réfrigérateur, c'est un moyen où il y a une température basse qui peut garder la détérioration, la transformation de certaines graisses en acides, des acides qui peuvent donner cette odeur qui rend l'aliment désagréable ou n'est pas comestible. D'accord? Donc, ça c'est le premier que nous avons utilisé, expérience 1. On passera à l'expérience 2. Réaction, c'est une réaction de dismutation. Donc, 3. Nous n'avons pas écrit l'équation parce que elle est déjà faite dans des paragraphes précédents. Donc, 3. Dismutation de dismutation. De S2O3 de moins en milieu acide. Ce n'est autre que l'ion thiosulfate. Voici le flacon contenant ce produit-là. C'est le thiosulfate de sodium, Na2S2O3. Je l'ai préparé tout à l'heure. Là, c'est le ballon qui contient ce produit-là, sa solution. Et j'ai besoin de l'acide sulfurique, là. Donc, je prendrai, regardez l'expérience de tout à l'heure, on ne peut pas différencier lequel a été chauffé. D'accord ? Donc, je prendrai 2 volumes différents du même produit qui est le thiosulfate de sodium. Et là, la moitié. D'accord? Et je vais compléter par de l'eau. Donc, je vais compléter par de l'eau. Et je dois garder à main droite où je n'ai pas utilisé de l'eau, là, de l'eau. J'ai 2 solutions, comment ils sont? De concentration différentes. Là, elle est concentrée relativement à celle-là. Donc, je vais mettre en évidence quoi? L'effet de quel est l'effet de la concentration sur le déroulement de la réaction? C'est-à-dire, je vais ajouter le même volume, de même concentration de l'acide sulfurique. Et je vais voir comment se déroule. Donc,
Là, c'est la droite, là, c'est la gauche. Je mettrai de l'acide ici. Toujours, même si on... donc, je dois reprendre. Vous avez vu cette coloration, c'est-à-dire que le tube à essai a été mal lavé. Là, c'est bien. Donc, je vais essayer de prendre 2 tubes à essai. Là, c'est la même concentration. Je vais prendre même volume. C'est-à-dire, je mettrai en évidence uniquement quoi? La concentration de thiosulfate de sodium. Et là, l'acide, je peux reprendre l'expérience, garder la même concentration pour le thiosulfate de sodium et changer la concentration de l'acide. C'est la même chose. Donc là, je dois les verser. Et sans permuter là, je vais suivre. Nous avons déjà fait cette expérience, ou non? Là, on a parlé de soufre, apparition de soufre. C'est la même. Elle est lente. Au début, il y a ce suspense. Et on doit garder